Bonsoir, bienvenue au club. C'est votre rendez-vous, vous le savez, depuis la rentrée, dédié à la pop culture, à celles et ceux qui la transmettent aussi. Et ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Nous allons parler de quelque chose qu'on n'a jamais encore mentionné dans cette émission, mais qui symbolise finalement le virage et le visage qu'on veut donner aussi à cette émission à l'avenir. Pas simplement parler des acteurs, des actrices, des voix parfois, des chanteurs, mais aussi des magazines qui nous ont bercés. Le Journal de Mickey, Picsou Magazine. Et cette semaine, on va vous parler d'un magazine qui est évidemment culte pour toute une génération. Regardez, il est là, dans les mains je l'ai, c'est le Pif Gadget. Et derrière moi, vous le voyez, on va le voir, l'histoire de Pif et son gadget. C'est un livre qui va sortir très bientôt pour les contributeurs d'une opération en ligne, évidemment, d'ici le mois de décembre. Et ensuite, une deuxième sortie chez Pulse Édition dans un deuxième temps. Ce sera en début d'année 2024. On avait envie de soutenir cette initiative, ce projet. D'abord parce qu'on a besoin de livres sur la pop culture. Et ensuite parce que quand c'est fait par des passionnés qui sont passionnants, ça ne peut que nous donner envie d'être là et d'être à leur côté. Et je vous les présente parce que l'histoire de Pif et son gadget, c'est une aventure mouvementée, au moins aussi chargée en rebondissements que les séries qu'on aborde d'habitude dans cette émission. Sébastien Gérard, qui est à l'écriture de ce livre, qui est avec nous. Bonsoir. Bonjour. Je suis ravi que tu sois là avec nous. Merci. Une aventure très riche. On va y revenir. Donc la partie journalistique et écriture de ce livre, c'est grâce à toi qu'on l'a. Et alors pour toute la partie iconographie, qui est très 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 importante, c'est le monsieur qui est en face, Laurent Barraud. Bonsoir. Bonsoir. Un des plus grands collectionneurs de Pif Gadget, c'est comme ça qu'on peut le dire. Ça veut dire que c'est une mine d'or chez toi. Oui, on peut parler de ça. Moi, je ne pense pas. À chaque fois, il fait le modeste. Toujours très modeste, Laurent. J'ai une énorme collection, mais ça n'est pas à moi de le dire. Non, je suis toujours à la recherche de Pif. J'ai pas l'impression d'en avoir autant. Donc, en tout cas, nous on va le dire. Voilà. Vous êtes un des plus grands collectionneurs et on est ravis en tout cas de t'avoir avec nous. Et merci de nous accueillir. Et n'oublions pas que pour qu'un livre prenne vie, il faut aussi qu'il y ait un éditeur courageux qui s'en empare et qui accompagne ce projet. Et en l'occurrence, je le disais, Pulse Édition sera à la manette. Et je suis ravi que celui qui a pu, on va le voir, apporter la vie nécessaire, donner la vie à ce livre, le rendre vivant, Guillaume Le Dissès qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci de ton invitation. Sans toi, effectivement, peut-être que ce livre serait resté sur une étagère. Ça a été... resté dans un disque dur. Oui. Sur un disque dur. ça a été très très compliqué. Là, on a effectivement ce logo qui est très très beau. On va voir le visuel. Vous allez le voir apparaître du livre qui va sortir donc pour les contributeurs. Regardez comme il est magnifique, ce très très beau visuel. Tiens, juste comme ça, parce que tu suis beaucoup, on va voir, il y a une campagne de crowdfunding pour produire ce livre. Tu fais beaucoup de live sur Facebook et tu accompagnes aussi maintenant un peu de promo pour le livre, il faut le faire connaître. L'aventure a été très longue, très douloureuse. De le voir comme ça apparaître sur des écrans, pas simplement le tien, mais sur des écrans, qu'est-ce que ça fait finalement ? C'est surtout que quand la couverture est sortie du cerveau de Claude Gaillard, qui fait partie de Pulse Édition, on hésitait à reprendre des codes couleurs classiques, le rouge, enfin les choses, et puis on s'est dit non, il faut qu'on sorte un peu de ça, avec la chance quand même, et ça c'est hyper important, c'est que la couverture est exclusive, c'est Yannick, dessinateur d'Hercule, qui nous a permis, qui nous a donné la chance d'avoir l'illustration de couverture. Et quand la couverture est arrivée, on va pas se mentir, je crois que c'était 1 heure avant qu'on la publie, parce qu'on n'avait pas fini les choix. Pour un live. J'avais dit à Claude, je me souviens, c'est là quoi, stop, on arrête là, c'est celle-ci, et il y a un moment, il y a des évidences comme ça. C'est une très belle couverture. On s'est pas trompé, et les gens ont été dithyrambiques quand la couverture a été publiée, et j'avoue que j'en suis très content, parce qu'elle fait ressortir tout ce que moi j'aurais aimé. Et il y a 2 ans en arrière, je pense que j'aurais même pas conçu qu'on puisse imaginer comme ça que ça puisse prendre vie. Si les gens ont été dithyrambiques sur la couverture, je pense que Montréal ne sera pas dithyrambique sur moi, puisque je sais que j'ai sauté déjà des éléments dans mon conducteur et que c'était pas grave, mais voici la couverture déjà en 3D avec la surcouverture qui va avec. Ça, c'est le résultat de la campagne de participation. Alors, ça, c'est monsieur. C'est une exclusivité pour la campagne de participation. Voilà. Il faut expliquer. On est passé par une première campagne de crowdfunding qui a fonctionné, mais qui a fédéré
plus de 500 personnes, ce qui est déjà très très bien. Ce qui montrait aussi qu'il fallait que ce livre existe, hein, c'est que il y avait une demande. Et puis pour des raisons qui appartiennent au premier éditeur, cette campagne a été l'éditeur s'est désisté du projet alors que tous les voyants étaient ouverts. Il a fallu en trouver un nouveau. Et moi, je suivais ce projet, je l'avais vu émerger, je l'avais vu commencer à prendre un peu d'allure, effectivement. Et puis j'avais vu que Sébastien, effectivement, se donnait beaucoup plus de mal d'ailleurs que ce premier éditeur, hein, pour en parler. Et je l'ai donc contacté. Et moi aussi, j'ai grandi avec Pif. Hein, et d'ailleurs, comme pas mal de gens, je pense, et c'est ce que montre aussi la campagne qui s'intéresse à ce projet. Moi, ça me parle. Ça me réactive ma nostalgie, alors que pour autant je ne suivais pas la page de Sébastien précédemment, j'étais pas actif par rapport à cette nostalgie-là, mais j'avais envie d'avoir ce bouquin, que ce bouquin existe. Et puis j'avais au vu des choses, au vu de la conviction que mettait Sébastien dedans, de tout le travail qu'il avait fait avec Laurent sur la documentation. C'est incroyable, on va y revenir, mais c'est incroyable ce qui est dans ce livre, c'est des vraies pépites. Et je veux saluer évidemment tout le travail qui a été fait par vous deux pour sélectionner les bons moyens, parce que quand on a la plus grande collection de France, n'est-ce pas monsieur, mais qu'on ne veut pas le dire, mais enfin qu'on l'a quand même. C'est ce qu'on dit. C'est vrai que j'ai été énormément sollicité. Il faut trier, et c'est pas évident de trier. Moi je voudrais dire que j'étais comme toi, c'est-à-dire que j'ai grandi avec Pif, mais je ne connaissais pas bien la communauté, et je salue évidemment mon ami Jerry, sans qui j'aurais pas découvert le parcours de cette page et de cette aventure. C'est comme ça que j'y suis arrivé, que j'ai trouvé absolument génial, cette manière que Sébastien met en avant, et en même temps cette passion, et en même temps cette simplicité et cette sobriété dans la façon de le mettre en avant. C'est-à-dire que voilà, il sait le vendre, mais il sait le vendre comme il faut, et sans en faire de l'esbrouf, et c'est vraiment très très valorisant pour le travail qu'il a fait. Et puis il y a toute la richesse du contenu qu'il prépare depuis des années. Et ça, c'est aussi ça qui fait la qualité et l'intérêt d'un projet comme celui-là. C'est y avoir mis autant, certes de la passion, certes de la nostalgie, certes de l'envie, du cœur, mais aussi autant de travail. Autant de travail, autant d'informations, il y a autant de choses à apprendre et puis à voir aussi dans le livre, qui fait que ce livre, il doit exister. Alors la participation, le crowdfunding continue encore pendant quelques jours, c'est important de le souligner, donc allez-y, parce que vous allez voir que si vous participez, vous allez avoir accès à plein de belles choses en plus du livre, parce qu'il y a des packages dans tous les crowdfunding, vous avez des paliers, donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en avant, mais évidemment pour rattraper un peu les oublis de mon conducteur, que mon réalisateur Maxime me déteste, évidemment vous le savez dans cette émission, on met aussi en avant le contenu, les autres programmes en rapport avec notre sujet, et évidemment Pif a tellement été un carton que ça a donné aussi naissance à un dessin animé, évidemment, pour la télévision. Et évidemment, comme ici on aime les génériques, on se dit qu'on allait se replonger un petit peu dans cet univers-là. Ça devait ouvrir l'émission, mais enfin voilà, quand vous avez un animateur qui ne suit pas son conducteur, on trébuche sur la première marche, mais voici le générique de Pif et Hercule pour la télé. Pif et Hercule, on la formule pour être des copains. Dans une île au trésor ou sous un réverbère, ils soulèvent un nuage de poussière. C'est bien délicat quand on est chien de supporter les chats. Oh, Pif et Hercule, de drôles de rigolos qui démantibulent les fusées, les pianos en tournant tout autour de la terre pour mettre le monde à l'envers. Pif et Hercule, on la formule pour partir vers de nouvelles aventures. Et voilà pour ce générique de Pif et Hercule. Tiens, comment les fans de Pif et Hercule voient ce dessin animé-là ? C'est peut-être pas forcément la meilleure réussite de l'univers de Pif. Alors il y a deux visions. Hein. Déjà, le dessin animé, il est fin des années 80. Donc nous, on était déjà assez âgés. Je suis pas sûr qu'on le regardait au petit déjeuner avant d'aller à l'école. Mais en tout cas, le souvenir des gamins, c'est ça. C'était le matin, je regardais Pif et Hercule. Après, si on prend une vision un petit peu plus mature, d'ailleurs, il y a un dossier dans le livre là-dessus, c'est que c'était un peu le dessin animé de la dernière chance finalement. Hein. C'est-à-dire que la licence Pif a toujours été quelque chose de très fort. C'est une marque forte
Par contre, ils en avaient assez de tourner en rond sur le secteur presse, parce qu'effectivement, avec le jeu vidéo, avec la télé et autres, ça périclitait. Et donc, une des portes de sortie envisagées, c'était de déployer PIF sur d'autres médias, dont le dessin animé. Bon, je vais pas tout raconter. Je vais pas tout raconter, mais peu de gens, même en interne, dans les interviews que j'ai pu faire, sont fiers de ce projet. D'abord parce que la morphologie des personnages n'est pas forcément celle qu'aurait été voulue, qu'on a inventé des personnages pour l'occasion sans se servir de ceux qui existaient, donc ça a un peu perturbé les codes. Et puis parce que ce dessin animé était surtout une stratégie qui a émergé avec l'obligation des quotas de dessins animés français dans les émissions, et qu'il a été fait avec un partenariat trop fort de la part de TF1, qui a un peu dicté sa vie dessus, et qui l'a gâché. C'était cette grande époque du début des années 90 où il y a beaucoup de dessins animés comme ça en production française qui ont été mis en route, qui ne sont pas que des réussites, il faut bien le dire, mais qui a permis aussi à des futurs réalisateurs de, là pour le coup, de grands hits de se faire la main aussi. C'est à l'époque même où des gens comme Chalopin Dariès travaillaient avec TF1 pour faire des dessins animés. On pense à Sophie et Virginie ou Jumeaux du bout du monde qui n'ont pas été les gros succès qu'ils auraient voulu. Et puis d'autres dessins animés, on pense à l'École des champions par exemple sur le football. Enfin voilà, c'était pas des grandes réussites artistiques, mais c'est vrai que il fallait ce temps-là pour passer à un palier supplémentaire qui était celui de dessins animés plus matures. C'était les années d'expérimentation, mais c'est un dessin animé qui a un peu servi, qui a essuyé les plâtres et qui a eu des horaires de diffusion complètement anarchiques, et notamment une majorité avant 7h du matin. Donc ça vraiment, ça n'a pas permis vraiment d'obtenir ce qu'on voulait de lui, c'est-à-dire du dérivé, de la licence. Alors, TF1 avait en charge la gestion des droits merchandising. Oui. Donc, ils ont été. On pouvait trouver du coussin, de la couette, des tasses, ils se sont fait plaisir. Ils se sont fait plaisir. Bon, ça s'est retrouvé en solderie au bout d'un an. Et d'ailleurs, ce qui devait être, entre guillemets, le sauveur de l'entité Vaillant et PIF, n'a finalement que l'a fait chuter. L'a fait chuter et l'entrée dans sa... Ça a même accéléré la descente, oui. Ça a même démonétisé la licence. Il reste un générique qu'on a en tête, mais enfin voilà, c'est à peu près tout ce qui reste. Comme beaucoup de génériques. Comme beaucoup de génériques qui nous servent à ça aussi. C'est-à-dire, il m'a fait peur, dites donc. Mais il m'avait fait faire une attaque, dites donc. Qu'est-ce que vous me faites c'est bien, ça m'a fait permettre de me faire rappeler qu'il fallait revenir à l'aventure du livre. Je le disais, donc, pour les crowdfunding, pour les financements participatifs, on fait appel à sa communauté déjà, pour pouvoir donner vie au livre. Alors, première question, avant de dérouler un petit peu ces avantages que les gens vont avoir en participant, pourquoi être passé directement par le financement participatif et pas être allé, comme font beaucoup d'auteurs de livres, avec son projet, et d'aller voir une maison d'édition et de dire, voilà, j'ai envie, est-ce que vous me suivez ? Alors moi je peux donner mon élément de réponse après. Pourquoi ? Parce que d'abord quand on écrit ça, on se demande si vraiment en face on va avoir un public, et donc des gens comme Hachette ou autres, est-ce qu'ils vont vouloir récupérer un truc comme ça, et que le livre, son origine, et il faut la reconnaître, à l'émission de Jerry Chaman, c'est que moi j'ai été là-bas en tant que collectionneur présenter des bouquins, mais je suis venu avec ce background anecdote qui était pour le coup chez moi, parce que j'avais eu accès à des archives et que je pouvais, que PIF m'avait toujours intéressé sur ce côté marketing, c'est l'angle vraiment, et j'ai découvert des trucs incroyables. Donc je commençais à les diluer comme ça, et on m'a dit mais fais un bouquin. Bon, d'accord, ok, mais donc je me suis lancé à l'écriture, et avant même finalement que je fasse moi-même une démarche, j'ai eu tout de suite la sollicitation du premier éditeur qui m'a dit ça m'intéresse, je le veux. Mais un éditeur qui marche en crowdfunding. Donc on est rentré nativement comme ça, et puis après Guillaume... Alors, c'est vrai qu'un livre comme ça, aller, comme tu le disais, prendre le chemin de croix, d'aller avec son manuscrit sous le bras chez les éditeurs conventionnels, ça peut être d'abord très laborieux. Oui, très long. Ils s'appuient, les éditeurs sur la pop culture, ils travaillent sur un marché qui est quand même assez encombré, ils n'ont pas le temps, ils connaissent pas ces quelques personnes dans un bureau qui doivent décider de beaucoup de choses, de beaucoup de projets sur l'année. Donc ils le font avec assez peu d'éléments, et ils se servent notamment de sorties qu'il y a pu y avoir précédemment. Il y a eu un livre il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ou 4 ans, 3 ans, sur les gadgets, qui a bidé.
assez lamentablement. Donc ça n'aide pas. Non, ça n'aide pas. Et alors, après, le livre n'a pas marché. Enfin, il faut peut-être aussi considérer à la fois la manière dont le livre a été sorti et les qualités et défauts du livre en lui-même. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est le sujet, mais il se serait sans doute arrêté à ça. Et puis après, le financement participatif, alors, hormis le fait qu'il y avait déjà eu une première aventure sur ce livre-là même, c'est vraiment la manière c'est vraiment une étude grandeur nature, un test, enfin une grande interrogation en taille réelle. Ça sécurise un éditeur, ça rassure. C'est pas juste que ça le sécurise, c'est que juste ça permet de trouver les gens en fait que ça intéresse, et dans une offre de livres qui est absolument pléthorique aujourd'hui, aller mettre encore une référence dans un étal. Moi j'ai la conviction, j'édite la quasi-totalité de mes bouquins et même des films que je sors ou des disques en financement participatif, parce que je pense que ça oblige à d'abord bien travailler justement la définition du projet, la proposition éditoriale qui est faite, bien travailler justement la proposition de valeur aussi, et puis faire cet effort de trouver les bonnes personnes, de trouver les personnes que ça va intéresser, et pour lui donner une viabilité. Et ça permet aussi de savoir si ça va être viable. Et le crowdfunding, c'est pas un pis-aller, c'est pas une roue de secours. Au contraire, même d'ailleurs, c'est les meilleurs projets qu'il faut mettre en crowdfunding. Sauf que à ceci près que quand on est quelqu'un qui participe à des financements participatifs, on n'est pas le même type de personne, on n'attend pas la même chose d'un contenu qu'une personne qui va à la Fnac, qui se balade et qui se dit tiens, il y a un bouquin sur Pif Gadget. Donc oui. Il faut faire coïncider ces deux publics qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Tout à fait. Et une des bonnes manières de le faire, effectivement, c'est en proposant des choses en plus. En proposant des choses en plus. Il va faire mon lancement maintenant. Non, c'est formidable. C'est génial cet homme. C'est effectivement la manière dont on parle à un public qui est qui va être plus casual, on va dire, sur le sujet, et la communauté des passionnés, le premier cercle, les gens qui suivent et encouragent Sébastien depuis des années à se lancer, dans l'aventure. Et c'est vraiment aussi la manière de pouvoir contenter tous ces différents types de publics, alors que la sortie d'un bouquin en librairie, il y a un seul bouquin. Évidemment. Il y a un seul. Le réseau de distribution n'est pas fait pour qu'il y ait des variantes. Hein. Il y aura le bouquin que vous allez découvrir qu'on n'a pas entre les mains parce qu'il n'existe pas encore. Non, évidemment, c'est pour ça qu'on vous l'a montré. On va d'ailleurs là découvrir un petit peu les contreparties. Donc il y a le livre qui sera vendu 35 €. Je le dis, ça fait partie de ce qu'on appelle les beaux livres, mais il y a le contenu qui est à l'intérieur, à la fois journalistique et iconographique, de la plus grande collection du monde. Il ne faut pas le dire, mais il faut le dire. Qui est très important, donc voilà, ça se paye, un beau livre, et évidemment c'est important de le souligner. Oui, la culture a un prix, et il faut le rappeler à l'heure du tout gratuit sur internet. La culture a un prix, et c'est important que les gens qui ont travaillé dessus puissent aussi récupérer cette partie-là. Maintenant, une fois que vous avez ce livre, il y a des contreparties. Donc on l'a vu, il y a la surcouve qui là est le fruit du crowdfunding qui est une exclusivité pour les souscripteurs. Voilà, vous ne l'aurez pas si vous l'achetez dans le commerce, donc allez-y, précipitez-vous, et on va commencer à dérouler les contreparties. Alors n'hésitez pas à réagir. Et cette couverture est offerte. Elle est offerte, oui. Elle est offerte à tous les contributeurs. C'est important. Alors là, on a des très beaux visuels, d'ailleurs que vous nous avez gentiment aussi envoyés, qui nous permettent de voir ce qu'était aussi Pif. Qui n'était pas juste Pif et Hercule, justement. C'était aussi, alors je le vois sur les dessins, alors on les voit, on les déroule. On va voir sur le dessin lumineux, par exemple, là on redécouvre qu'il y avait, par exemple, les Entrechats, Musclor, Jace. Alors, on l'oublie cette partie-là, les Schtroumpfs. Tu peux peut-être parler des... Voilà, alors ça, c'est un contexte bien précis. C'est-à-dire que dans les années 80, en plein boom de la télé et des programmes jeunesse, Pif avait, pour essayer de choper une crédibilité sur ce segment, créé un concours qui s'appelait les Truffes d'Or. Donc c'était ni plus ni moins un référendum à la destination des lecteurs pour qu'ils votent pour leur dessin animé préféré. Initiative d'ailleurs faite par Jacqueline Joubert de Recréado, qui avait tapé à la porte de Pif pour pouvoir profiter de la grosse machine qui était Pif à l'époque, puisque c'était quand même 400 000 toutes les semaines, donc à cette époque-là. Et donc dans les essais de mise en avant de cette opération, un des dessinateurs maison, qui est donc Kurt Riedel, qui dessinait la série Radio Kids dans Pif, avait dessiné cette affiche où Pif et Hercule côtoyaient les Entrechats, Nils Holgersson, les Schtroumpfs et autres, et elle n'est jamais sortie. Mais oui. Elle n'est jamais sortie.
Et donc, il me l'a déterré de ses archives pour me l'offrir. Donc ça, c'est une exclue pour total. la participative. C'est incroyable quand même. Ouais, Pour, ce dessin n'a jamais été vu. C'est incroyable. Je me permets une toute petite parenthèse. La qualité, la richesse du projet, à l'intérieur de cette richesse, il y a aussi le fait que 2 dessinateurs historiques de PIF sont à fond derrière. Donc il y a Yannick, qui est le dessinateur d'Hercule, et Kurt Riedel. Et donc, effectivement, se sont impliqués aussi dans la campagne en ouvrant leurs archives et en faisant des dessins originaux. Et je tiens à préciser, parce que le livre, pour avoir vu les planches et pour avoir vu ce qu'il y a à l'intérieur, est très riche en contenu, grâce à cet apport aussi. Donc ça veut dire que voilà, là, on est sur du cadeau bonus exclusif, qui n'est pas fait uniquement pour vous dire, les gars, allez-y, passez et ramassez, mais c'est juste parce que, pour les ultra collectionneurs, il y a ces bonus, il y a ces petits plus. Et d'ailleurs, je me tourne vers vous, Laurent Barraud. Évidemment, vous avez participé à la conception de ce livre, mais vous, en tant que collectionneur, qui avez beaucoup de choses, on le voit, on en a un petit peu autour de nous. Quel regard vous portez sur ces pièces que les gens vont avoir entre les mains ? Tout à fait. Pour le collectionneur, ce sont des pièces uniques. Ça n'a jamais été diffusé avant. Je veux dire, c'est un réel intérêt. C'est pas comme si on fait une reproduction de quelque chose qui existait. Là, c'est vraiment bon. Il y avait des dessins d'Hercule là, qui sont sortis dans la Super Hercule. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que le dessin original de Kurt Riedel, c'est sûr que même moi, quand je vois ça, je suis ébloui, quoi. Puis même la couverture, le château des ombres, ce sont des choses qui vont rappeler l'enfance des lecteurs. Et c'est vrai que ce sont des objets. C'est des objets, c'est le mot. Ouais, c'est des objets. Il y a du sentimental là-dedans et voilà. C'est pas juste des bonus mis comme ça pour dire voilà, vous avez quelque chose en plus. Ça a été recherché, ça a été fait avec le. C'est des bonus qui ont été ajoutés avec le cœur, quoi. Je les ai entre les mains. Je sais pas si... Là, il y a des gens qui me détestent parce que moi je les ai entre les mains, donc c'est. On s'est mis comme les gens qui vont acheter moi et Sébastien, on est 2 fans comme les gens qui nous suivent. On n'est pas en dessous, on n'est pas au-dessus, on est pareil. On est des fans, on aime PIF. Et ce livre, avant tout, il était fait par amour. Moi, j'ai rejoint Sébastien, c'est parce que voilà, j'ai trouvé sympathique, j'ai trouvé honnête aussi, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours honnêtes. Et c'est vrai qu'au départ, il ne me demandait pas beaucoup, il m'a demandé énormément, et j'ai dit oui. Et c'est vrai que c'est un bouquin qu'on a fait. On l'a fait comme si on allait l'acheter nous, quoi. On va dérouler pendant ce temps-là les autres visuels, on continue. Non, parce qu'il faut préciser qu'à la base, Laurent ne faisait pas partie de l'aventure. Moi, voilà. J'étais parti dans mon coin. Et puis, il m'a dit, honnêtement, j'avais une ambition beaucoup trop forte avec moi-même. Et quand Laurent est venu se greffer, je lui ai dit, écoute, il me faudrait 5 photos par année. Bon, on a fini à 600, quoi. Oui, parce que c'est pour ça que je dis beau livre. C'est-à-dire que c'est pas, vous allez avoir du texte, vous allez apprendre des choses, mais vous n'allez pas simplement avoir que du texte. Vous allez avoir beaucoup de visuels. Là, on a, regardez, voilà, ça aussi, c'est des choses. Alors ça, c'est une petite histoire parce qu'en fait, alors déjà, c'est Yannick qui nous permet d'en faire un dérivé, mais en fait, dans un numéro de Super Hercule qui était une des revues phares des années 80, c'était un peu le Picsou Magazine de PIF. Ça touchait plutôt les ados. Yannick en était quasiment le dessinateur exclusif de toutes les couvertures. Et ça, c'est un arrière de couverture où dans ce numéro, on avait un Hercule dégoulinant, là, comme les bonhommes là, qu'on balançait sur les vitres, qui dévalait. Et j'avais trouvé intéressant les poses. Et Guillaume, toujours à l'écoute, parce que il faut quand même considérer que Guillaume, quand je suis arrivé avec mes visions, enfin, il a respecté le côté passionnel de tout ça, mais c'est des moyens. Vous avez perdu combien de litres d'eau en transpiration quand Sébastien arrive et vous dit tiens, j'ai eu cette idée-là, on va faire ça. Mais c'est hyper enthousiasmant justement d'arriver. C'est génial. Ah oui, c'est formidable d'arriver avec tout ça, toutes ces idées et tout. Puis après, c'est un dialogue, c'est une collaboration. On vous parlera pas des choses qu'on a laissées de côté parce que on peut pas tout faire. Mais bon, voilà, ça aussi, ça fait partie des choses. Alors là, on est sur des magnets, on est sur un ensemble de magnets de frigo. Ah oui. Alors il y a alors effectivement ça vient aussi de Super Hercule, la griffe du rire. La griffe du rire. Oui, en fait, elle a une histoire. C'est une couverture d'un spécial pub qu'avait fait Yannick à l'époque. Et on trouvait le dessin, il est indémodable ce dessin. Et on trouvait le dessin tellement fort que j'ai dit Yannick, qu'est-ce que tu... Parce que pour le coup, moi j'ai de la chance, c'est que ça m'a développé aussi avec Yannick une vraie complicité aujourd'hui. Je vais pas dire que c'est mon père, mais presque. On est quand même sur quelque chose de très fort. Et quand j'ai dit à Yannick, est-ce que tu accepterais qu'on fasse un magnète ?
une boîte de vache qui rit, des tournées Hercule. Excellent. Et alors Guillaume a poussé le vice plus loin parce que non seulement on a dit on va faire le magnet, mais on a mesuré une boîte de vache qui rit. Il est en taille réelle. Oui, il est en taille réelle. C'est génial. C'est génial. Tiens, on va voir parce que tu as ramené d'autres visuels qu'on a vus précédemment, mais voilà, on a là le fameux château des ombres. Je sens qu'il est autocollant en plus. Alors il sera mieux que ça. Là, c'est notre prototype. Parce que là, je le sens autocollant. Là, je le sens le papier. Alors, je reconnais le papier où on se faisait chier quand, pardon, l'expression, quand on était petit à essayer de décoller le coin pour pouvoir le coller sur une surface. Ça, c'est notre prototype. C'est notre prototype de château des ombres phosphorescent. Alors c'est un numéro qui était assez mythique, dont la couverture en elle-même était en fait un gadget et puis qui incluait qui promettait le château des ombres au lecteur. Là, une semaine avant, tous les gosses étaient complètement dingues en pensant qu'ils allaient avoir. En fait, c'est vrai, un petit. En fait, c'était un truc en plastique pliable. C'était un patron en plastique logé dans la couverture. Bon, ceci dit, aujourd'hui, vous avez des collections où on vous dit qu'il faut acheter 1000 numéros pour fabriquer un objet. Là, c'est vrai qu'on avait le château entier. Là, on avait le château entier. Exactement. On n'était pas. Et il y avait cette couverture qui était sur laquelle il y avait une encre phosphorescente, donc qui brillait dans le noir. Et effectivement, alors ça c'est notre prototype, c'est pas la version définitive. Ouais, mais enfin, on sent déjà en le touchant, au-delà de l'aspect autocollant, on sent qu'on n'est pas sur de la. Enfin, je peux vous le dire parce que souvent vous voyez les visuels sur internet, vous ne les touchez pas, on les touche, c'est de la quali. Ça se sent au toucher. Sur tous les bonus, c'est ce qu'on a souhaité dès le début. Enfin, on était vraiment complètement sur la même longueur d'onde là-dessus. Ce sont des tirages sur des beaux papiers, sur des papiers de qualité, comme le tirage doré, enfin argenté qui se trouve ici, ou le dessin de Kurt Riedel qui va être sur un papier effet compact iridescent. Voilà, il faut que ce soit, c'est à la fois des reproductions d'œuvres d'art, et puis on voulait aussi que ce soit sur un tirage qui soit, qui donne envie de l'ajouter dans sa collection. Et je peux vous dire que ça donne envie quand on les voit, rien que comme ça, à vue d'œil comme ça, je vois les visuels qui sont là, ils sont absolument magnifiques, c'est qualitatif et ça c'est extrêmement important. C'est aussi pour ça qu'on a eu envie de vous avoir. Je crois qu'on a fini les visuels en tout cas de goodies. Mais alors moi je vous ai découvert une petite pépite, je cherchais des choses effectivement à proposer. C'est vrai que je sais pas si la télévision a fait beaucoup de publicité pour Pif Gadget. J'ai eu du mal à en trouver. Alors par contre, oui, j'en ai trouvé une, mais pas en France. Alors on va voir. Alors non, mais peut-être aussi tout simplement une question de réglementation. On ne faisait pas de publicité pour la presse. C'est vrai aussi. Dans les années Par 80. contre, au Québec, on le faisait. Oui. Et donc on va regarder une petite pub qui vient du Québec pour Pif Gadget. Regardez, c'est culte. Madame, comme moi, vous recherchez pour vos enfants des lectures intéressantes, éducatives et qui en même temps sauront les amuser? Le Nouveau Pif, c'est un magazine unique, plein de sourires, d'articles, de casse-têtes et de bandes dessinées qui les remplira de joie. Le Nouveau Pif, c'est aussi Léonard, la nouvelle bande dessinée qui fait fureur. De plus, le Nouveau Pif Gadget vous offre avec chaque numéro un gadget original et instructif que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Le Nouveau Pif et son gadget, disponible chaque semaine chez les marchands de journaux. Et voilà pour cette pub qui vient du Québec. Et évidemment, le gadget, il est là. C'est vrai, on entend la charmante voix évidemment venue du Québec, mais voilà, c'est bien aussi qu'on puisse avoir ce genre de publicité qui existe, et qui montre que l'engouement de Pif, il a dépassé les... Il y a eu des publicités dans les années 70, quand il y avait des opérations scientifiques, par exemple sur Tipif, qui étaient diffusées dans Télépoche, dans Télé 7 jours. Il y a eu des publicités. Après, moins dans les années 80, c'est sûr. Alors, rien en télé, mais c'est vrai qu'en presse, ils s'achetaient souvent la visibilité des programmes télé. Ouais. C'était la cible. De moins en moins au fil des ans, on raconte pourquoi dans le bouquin, mais effectivement, Pif était exporté. Pas mal. Alors je sais pas si on peut prendre la minute, mais pour expliquer, mais en gros, il faut savoir que Pif à la base, c'est un secret pour personne, et ni plus ni moins qu'une initiative du Parti communiste qui avait tout à fait le droit et la liberté d'avoir un organe de presse et de faire de la presse. Pif était tout sauf. Il y a bien des chaînes YouTube aujourd'hui qui existent. Donc c'est parti. Non mais oui, voilà, complètement. Alors après, pour leur gouverne, ça n'a jamais été propagandiste. Il y a des gens qui mettent l'étiquette communiste, mais aucun magazine de Pif n'a vraiment fait l'apologie du parti. Certaines BD avaient des valeurs du parti. Rahan, quoi qu'on en dise, est sans doute le premier homme communiste sur Terre. Mais et donc il y avait une volonté que cette bonne parole pour la jeunesse communiste se répande dans les pays socialistes. Donc
certains pays allaient chercher PIF et les démarcher pour dire moi je veux mon tirage, et parfois PIF aussi tenter son coup dans des pays type Québec. Ça n'a pas duré très longtemps pour le coup, et ça a été même assez homéopathique. Je pense que Laurent t'en parlerait mieux que moi, mais PIF a été distribué en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Afrique, en Roumanie, en Tchécoslovaquie, alors chacun avec des itérations plus ou moins bonnes. Le pays qui a eu la meilleure version de PIF après nous, c'est l'Allemagne. Ça s'appelait UPS. Ça s'appelait pas PIF, oui. Ça s'appelait UPS. L'Allemagne, laquelle Non mais c'est pour préciser parce qu'il y a des générations pour lesquelles il y a eu à l'époque il y avait le mur. Ah oui, c'est ça, il y avait un truc au milieu là. Donc l'Allemagne de l'Est. Il y avait des pifs qui sautaient pas dessus le mur. On se les échangeait Mais comme ça. c'était certainement le magazine le plus performant et qui avait des gadgets incroyables et qui avait même les gadgets français, ce qui n'était pas tout le temps le cas. Repris, ouais. Ouais. Alors, il y avait certains gadgets qui étaient siglés PIF, qui étaient mis dans les PIF allemands, on va dire Ouais. PIF allemands. Et il y avait certains gadgets qui sont sortis dans le PIF français qui étaient logotés Ups. UPS. Ouais, UPS. Évidemment. UPS, hein, c'est ça. On va y revenir parce que je voudrais que vraiment on prenne le temps dans la deuxième partie de l'émission de revenir un peu sur cette aventure. Alors, ça va être compliqué de faire rentrer en une bonne demi-heure cette aventure PIF, de savoir pourquoi vous aimez ce magazine aussi, qu'est-ce que vous y trouvez, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui que PIF ait encore cette aura-là et cette importance-là. Et on va y revenir. Vous avez apporté aussi pas mal de belles choses et on va en voir dans les écrans. On va juste faire une petite pause pour pouvoir vous parler parce que finalement, c'est aussi cette génération-là, la génération vidéoclub. Les vidéoclubs, les VHS ont eu une importance considérable. Il y a eu un documentaire qui est passé l'année dernière sur les chaînes cinéma du groupe CanalSat et ils en ont fait une édition en DVD. Je vous propose de voir un tout petit extrait. Pour le reste, il faudra acheter le DVD qui sort chez l'Atelier d'Images. Mais voici à quoi ça ressemble. Ça s'appelle Génération Vidéoclub. À la fin des années 70, un gadget révolutionnaire fait son apparition dans quelques foyers français privilégiés, le magnétoscope. Ceux qui n'en possèdent pas rêvent d'en avoir un. Parce que grâce au magnétoscope, n'importe qui va pouvoir enregistrer à sa guise les programmes télévisés de son choix et s'offrir ainsi une télévision à la carte. Eh ouais, ça c'est du teasing, vous en verrez pas plus. Le reste c'est dans ce DVD qui vient de sortir chez l'Atelier d'Images, nos amis de l'Atelier d'Images qui ont édité ce documentaire de 52 minutes avec évidemment des journalistes cinéma et des passionnés qui nous racontent effectivement leur premier contact avec la VHS, cette VHS qu'on a tous eu à un moment donné, ce magnétoscope sur lequel on appuyait sur deux boutons pour pouvoir enregistrer, sur lequel on s'est énervé quand la bande de la VHS s'enroulait mal ou se déroulait mal à l'intérieur du magnétoscope et bousillait notre enregistrement, cette cassette vidéo sur lesquelles on enregistrait 12 heures avant pour être sûr de ne pas rater le programme de 3 minutes 30, oui. Et la télécommande à fil. Et la télécommande à fil, mais c'est vrai. Je l'ai eu. Mais oui. Mon premier c'était un Bluepunkt, il s'ouvrait par le haut, il y avait la télécommande avec le fil qu'on mettait. Toute cette aventure des années 80, évidemment, qui a été très important, mais qui nous a permis de découvrir aussi cette culture de plein de films, puisque effectivement, comme il le rappelle dans ce documentaire, au début on allait au cinéma, puis on savait pas quand est-ce qu'on pourrait revoir ces films. Ils passaient pas forcément toujours à la télévision, et voilà. Et je salue mon ami Arnaud Magnier, qui collectionne beaucoup de ces VHS, qui en a plus de 1000 dans ses combles de sa maison, et qui numérise tous ces programmes-là pour son plaisir personnel et voilà, et ça c'est possible grâce à tous ces appareils, les cassettes VHS, les Betamax, enfin voilà, tous ces appareils là que vous découvrez dans ce super documentaire donc qui est fait chez l'Atelier d'Images Génération Vidéoclub. Voilà, on revient à PIF. Revenons à PIF. En quoi PIF, et là vous avez 4 heures presque pour m'expliquer ça, en quoi PIF est peut-être symbolique des années 80 du début des années 90. Tu te tiens, Laurent Barraud. Bah moi je lisais Mickey donc non, pour moi PIF il n'est pas uniquement symbolique au niveau des années 80. Moi je suis un ancien. Moi mon premier PIF c'est le numéro 60, je l'ai eu en 1971. Donc et c'est en 99 que je suis retombé sur j'étais à Paris sur un bouquiniste qui vendait des PIFs et c'est là ça m'a rappelé toute mon enfance et j'ai commencé à collectionner les PIFs à partir de ce moment-là. Je pense que les PIFs c'est générationnel. En fonction de... Il y a mon époque, moi c'est spécifique parce que c'est une époque bien précise, c'est les premiers PIFs, c'est la période rouge, qui est la première période blanche. Et après il y a un arrêt, et puis c'est vrai que tous les gens de ma génération considèrent les autres PIFs d'après moins bien, pas bien. Voilà. Ça a toujours été, et je voilà. pense que ça continue encore aujourd'hui. Le meilleur PIF, c'est celui qu'on a connu dans notre enfance. Voilà. C'est celui qui nous rappelle nos souvenirs. Moi j'ai commencé à collectionner moi j'ai connu les rouges, la première période. J'ai pas connu Vaillant par contre.
Mais quand j'ai rencontré Sébastien, moi je collectionnais les pifs et j'ai commencé d'abord la période rouge, la première période blanche, puis après je suis allé crescendo, monter jusqu'à la fin et je collectionne tous les pifs. C'est comme même les ceux qui ne Beatles. sont pas de ma période. Il y a des différentes couleurs, c'est que Voilà. les Beatles, c'est pareil. Il y a des pifs que j'ai achetés, moi, je ressens pas la même chose que Sébastien parce que lui il Bien les a sûr. connus, il les a ouverts. Mais par contre, moi si je montre le pif, je sais pas moi, 74-75 à Sébastien, il va dire oui, bof. Alors que moi je les ai eus. Les cerfs-volants, les petites boissons, qu'on retrouve aussi dans les autres pifs, parce qu'il y a beaucoup de gadgets qui ont été réédités par la suite. Mais c'est vrai Modernisé, que ouais. pif, c'est de 69, moi j'ai 61 ans, donc je pense qu'il y a encore des gens de mon âge qui s'intéressent à pif, et quand ils vont voir dans le livre, c'est quand même l'histoire de leur journal, je veux dire, même si ça ne traite pas de la période rouge ou de la période blanche, c'est quand même leur pif, ils peuvent le lire grâce à la période rouge, qui n'avait pas existé, il n'y aurait rien eu. Donc c'est un ensemble, il ne faut pas dénigrer, même si on dit une période est moins bien qu'une autre, moi je pense que c'est pif, c'est global. Et justement, avant que on t'écoute, Sébastien, évidemment, et puis vous aussi, parce que l'éditeur aussi, j'imagine, il a sa propre vision de pif. On sent que vous l'aimez, pif aussi, ça se sent. C'est-à-dire qu'on n'a pas qu'un éditeur qui se dit, il y a un filon à prendre, on sent qu'il aime ça. Mais par exemple, moi j'ai redécouvert, grâce à vous, et on va le voir le prochain visuel, qu'il y avait ça, c'était ça aussi, pif. Ouais. C'était ces timbres. Et alors là, on retrouve effectivement toute une panoplie de la télévision des années 80, essentiellement. On a du Pif Hercule, on a Colt Seavers, on a Monsieur Spock, on a John Steed, on a Jeanne de Jeanne et Serge, ça va jusqu'à MacGyver, Alf. C'était ça aussi, Pif. Alors, c'était ces en tout timbres cas, qui sortaient, ça faisait partie c'était le pif des années 80. Là, pour le coup. Ouais. Alors, je peux faire un lien entre. Ouais, c'est pour ça. En gros, moi, je suis vraiment. Voilà, je suis né en 75. Pif est arrivé par mes grands frères. Et puis, j'ai pris la suite, 83, mes premiers numéros. Et la vision du pif, nous, c'est. Alors, déjà, moi, je me détermine comme un enfant de la presse. Je préfère limite aller à la presse, m'acheter un livre, une revue, qu'un jouet, quoi. On était vraiment ces enfants-là Et Pif était un peu la quintessence de ça. C'était la pochette surprise hebdo. C'est-à-dire que, déjà, rien que déballer un journal. Moi, j'en ai parlé avec les anciens rédacteurs qui savaient très bien que c'était un outil marketing incroyable. C'est quand même un magazine qui était capable de dire « tu n'as pas le droit de me feuilleter ». Donc il fallait inventer des stratagèmes incroyables, marketing, pour pouvoir dire « mais tu vas l'acheter quand même ». Et au-delà de ça, quand Pif a commencé à subir la concurrence de la télé, du jeu vidéo et ainsi de suite, il a fallu se greffer à ces phénomènes-là. Faire rentrer la télé dans le Pif. Alors, en début 80, il y avait un magazine qui avait la main sur tout, c'était Télé Junior. Donc Pif s'y frottait pas. Il faisait par homéopathie, mais il savait très bien qu'il y avait... Mais Télé Junior est mort en 84, et donc là, Pif a récupéré l'audience. Mais c'est surtout le moment où la régie publicitaire de Pif est devenue un peu le pilote aux commandes, en disant maintenant, si on veut pouvoir vivre et avoir des revenus publicitaires, il faut aller chercher ces gens-là. Ils n'avaient pas besoin, puisqu'il y avait la queue tous les matins devant la régie, de toutes les marques qui voulaient une chose, c'était profiter de l'emballage pour loger un échantillon. Donc c'était le journal qui permettait l'échantillonnage, c'était le seul. Donc ils avaient des files d'attente de marques qui d'ailleurs tentaient le coup de dire « Ah bah tu sais pas, je vais te filer on a eu des expérimentations, mais je vais te filer un paquet de céréales, le fameux Tubble Gum de chez Léo, choses comme ça, et puis ça peut devenir le gadget. » Et la rédaction avait une forme d'éthique, et disait « Non, ça va être un revenu publicitaire, et puis nous on mettra un gadget. » Bon. Et moi je viens de là, c'est-à-dire que je viens du Pif qui toutes les semaines m'a apporté cette vision j'avais l'impression d'y retrouver tout ce qui faisait ma jeunesse. Et c'est surtout pour ça que la nostalgie des lecteurs des années 80, elle est très ancrée non pas sur finalement Placide et Museau, les BD qui étaient dedans, mais beaucoup plus sur cette notion de gadgets évidemment, mais de posters dédiés à la télé, de goodies. Donc par exemple, c'est ce fameux album de timbres. Heureusement que les copyrights n'étaient pas aussi... Oui, parce que ça, c'est typiquement... Pointilleux qu'aujourd'hui. Ouais. Non, mais parce que faut... Je vous laisse imaginer la Goldorak Experience qui va revenir à Paris, qui avait édité... il y avait eu en même temps des timbres Goldorak, et on sait qu'effectivement c'est très encadré parce que les Japonais rigolent pas là-dessus. À l'époque ils regardaient pas autant. Mais il y avait rien, et d'ailleurs on abusait ouvertement. L'album de timbres c'est vraiment en interne, ils se sont même pas demandé de savoir si il fallait aller demander des visuels. Mais ils sont beaux en plus. Ils sont beaux, ils sont bien foutus. Il y avait l'envie de bien faire. C'était une rédaction qui avait quand même l'envie de bien faire, et cet album aujourd'hui est très rare. En tout cas, les planches seules et l'album, c'est quasiment... Là, il y en a deux, pour info, il y en a deux, c'est deux planches. C'est pas on les a regroupées, mais... C'était bien étudié, parce que le premier est sorti avec le livret et deux planches de timbre, et après, il fallait acheter les autres pifs pour compléter l'album.
Et au niveau publicitaire, Sébastien, c'est vrai que le PIF qu'il a connu était bien plus publicitaire que le PIF que j'ai connu. Moi, à l'époque, PIF, il y avait très peu de publicité. Hein. Il y avait de l'autopromo surtout. Et c'est vrai que la publicité à la télé est apparue avec le numéro 315. C'est un changement de formule en 75. C'est ce qui m'a fait racheter PIF après. Parce que moi, j'ai commencé PIF, je vous ai dit, en 71. Après, j'ai arrêté jusqu'à partir de 73, je crois. Et en 75, j'ai racheté PIF parce qu'il y avait une nouvelle formule où il y avait les séries télévisées en BD. Il y avait Manix, il y avait Amicalement Vôtre. Il y avait toutes ces choses-là. Là, de l'Ouest. On a par les exemple. Mystères de l'Ouest, que moi je regardais à la télé et quand j'ai vu ça, ça m'a fait racheter PIF. On a du Arsène Lupin là par Voilà. exemple, avec Georges Arsène Lupin, Descrières. avec Georges Descrières. Mais elles sont intéressantes ces planches, qu'elles sont vraiment un reflet de comment bosser la rédaction. C'est-à-dire qu'ok, on voit PIF, on voit Jeanne et Serge, ça parlait à Alf, ça parlait sans doute à... Mais bon, justement, Arsène Lupin ou autre, c'était bon les gars, faut remplir quoi. Ouais. Oui, c'était pas une grosse série. Mais jeunesse, la Arsène réalité, Lupin. c'est qu'ils ont créé du culte et aujourd'hui, les fans de PIF, cet album de Tin. Non mais on voit la malice, c'est-à-dire que 40 ans plus tard, on se dit, en voyant même Arsène Lupin, on se dit c'est génial. C'était là, c'était présent. Non, et puis c'était vraiment. C'est vrai que c'est la grosse différence entre la période, la première période, qui est une période dans laquelle les dessinateurs étaient plus prestigieux, mais ils ont fini par partir parce que les éditions Vaillant n'ont pas su les retenir en leur proposant de faire des albums. Hein, des Hugo Pratt ou des Mandrika. N'en dis pas trop. Non, mais c'est et la période. Alors moi j'ai 2 ans de plus que Sébastien. La période à laquelle on lisait, on était complètement en prise avec tout ce qui nous plaisait par ailleurs. Ouais, il y avait vraiment des efforts pour ramener tout ça, alors qui était aussi dans une bonne intelligence économique. Hein, c'est ce que tu expliques dans le livre. Mais effectivement, c'était un peu notre réseau social, quoi. On y trouvait tout ce qui nous... Tout ce qu'on voyait ailleurs, tout ce qu'on pouvait voir ailleurs, c'était fédérateur. C'était là qu'on en entendait parler. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je fais un parallèle, mais j'ai la sensation, par exemple, que c'est un modèle que d'autres magazines sont allés après chercher aussi, comme le journal de Mickey, qui à un moment donné aussi a drainé et a ramené vers lui des contenus qui n'avaient absolument pas de rapport avec l'univers de Mickey et de Disney pour le coup. Ce qui était le cas de PIF, qui faisait des partenariats avec absolument tout le monde. Hein. Et sans scrupule, et avec... Oui, et avec de nombreux couacs, qu'on raconte d'ailleurs, et c'est hyper intéressant, parce que dans le bouquin, il y a les réussites, et puis il y a aussi les gros échecs. En plus, c'est classé année par année, donc ça permet vraiment d'avoir une chronologie et de se rafraîchir la mémoire avec des ah oui, je m'en souviens, mais en même temps je découvre un truc, quoi. Et c'est vrai, Mickey faisait déjà du supplément, mais qu'on n'appelait pas Papertoy, c'est-à-dire c'était plutôt cartonné, inséré, agrafé au sein du magazine, et puis c'était très noble, hein. C'était parce qu'il y avait un Disney qui sortait au cinéma, donc on avait le poster, on avait le petit jeu Taram et le chaudron magie, enfin Roxy Rookie, ce qu'on veut. Quand PIF a périclité, Mickey et Picsou sont devenus Mickey Gadget et Picsou Gadget. Il faut être très clair, hein. Ils ont récupéré le créneau. Hein. Et il faut dire qu'à l'époque, en plus de ça, en dehors de la presse, c'était quelque chose qui avait vraiment cours. Il y avait les pochettes surprises qu'on retrouvait dans les boulangeries. Moi, j'ai grandi avec cette génération avec le cadeau Bonux, qu'on fouillait au fin fond de la lessive pour essayer de l'avoir. C'était Kinder avec ses Kinder surprises. Enfin voilà, c'était quelque chose qui se développait beaucoup. Et d'ailleurs, à l'intérieur, on retrouvait, et on continue de le retrouver. Aujourd'hui, vous avez Kinder, à l'intérieur, vous avez des petites figurines Avatar. Enfin, vous voyez, on voit que ce modèle-là, initié dans les années 80, qui est la grande période de l'explosion de la publicité, de l'explosion des années fric, un peu aussi, c'est-à-dire de la marchandisation de la culture. Ça a prototypé plein de pratiques qui ont encore totalement cours aujourd'hui, hein, qui ont peut-être changé un peu en volume, mais en fait, c'est aussi ça qui est très intéressant aussi, c'est que les logiques de partenariat, progressivement la mainmise de la régie sur la conduite du journal, en fait, c'est éminemment moderne. Je pense que ça a vraiment pris l'essor dans cette période-là pour la presse, parce que tous ces petits goodies, tous ces petits trucs, on les trouvait, moi j'ai trouvé avant dans les années 70, dans les yaourts. Ah oui. La Roche au Feuilles, au Play, il y avait des petites figurines, les biscottes Prior, qui donnaient des petits poissons à collectionner, il y avait pas mal de choses comme ça, mais dans la presse, non, c'est vrai qu'on n'en trouvait pas. Et ça, c'est extrêmement intéressant ce qu'on voit derrière vous en ce moment, parce que le fameux téléposter, c'est vraiment symbolique de ce qu'on était en train de dire depuis tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce d'agrégation de tous ces contenus. Et d'ailleurs, je vous remercie de nous les avoir envoyés, parce qu'on les retrouvera dans le livre, mais entre les pochettes, les couvertures des magazines, et puis ce qu'on a à l'intérieur, c'est vraiment c'est là que vous voyez la richesse de ce qu'il va y avoir dans ce livre, et qu'on attend déjà avec impatience. Alors d'autant que ce visuel est hyper intéressant, parce que ça, c'est le poster numéro 0. C'est le tout premier. Non, c'est pas le tout premier. C'est l'échantillon qui a été envoyé aux buralistes pour leur dire qu'à partir de la semaine d'après, il faudrait qu'ils donnent le numéro 1 aux gamins. Donc ça, le public l'a pas vu à l'époque, celui-là. Ah bah non. Seuls les buralistes sympas qu'on donnait aux mômes, je dirais leur exemplaire, l'ont.
Et on a un dossier assez costaud dans le livre sur le téléposter, parce que c'est vraiment très emblématique des années 80, où on y découvrira que le téléposter a finalement une ancienneté bien plus importante que l'officiel. Donc, mais c'est-à-dire qu'au-delà de ça, il y a aussi un avant. Et là, alors là, on est dans l'inédit chez l'inédit. Personne. Et ça, ça c'est vous qui l'avez, celui-là? Oui, c'est le mien. Et comment on récupère une pièce pareille? Alors je sais plus, c'est dans des lots, les gens qui me proposent des téléposters, et puis dans celui-là, il y a un rare dedans. Il y a une pépite. Il y a une pépite. Il y a des choses comme ça qu'on trouve. Donc, Pourquoi d'ailleurs avoir choisi cette période spécifique? Parce que c'est pas tout pif finalement que vous racontez. Vous racontez celle du début des années 80 jusqu'au début des années 90 à peu près, c'est ça? Jusqu'à la fin du Jusqu'à la fin du journal. La fin du journal. Alors, c'est la question qui revient tout le temps. Hein. Désolé. Ah, oui. Non, mais alors, simplement parce qu'il y a déjà 2 à 3 ouvrages qui parlent de la période 69-76. Ouais. Ça s'était à peu près arrêté là. D'ailleurs, dont 2 par un ancien rédacteur en chef de PIF. Hein, donc, c'est quand même pas le même angle qu'on a pris. Oui, bien sûr. Et parce que moi, ça me creusait de me dire, mais pourquoi personne ne veut se lancer sur les années 80? Et la réponse est simple, c'est parce que c'est des années un peu plus compliquées à raconter, avec des hauts et des bas, et je dirais une fin qui est un vrai feuilleton. Et au-delà de ça, c'était mon ambition, et elle commence à être bien comprise depuis la vidéo Back in Toy, c'était que je voulais un livre nostalgique, mais très journalistique. C'est-à-dire qui permettait vraiment de dire, ok, j'ai retrouvé Madeleine de Proust, je vais faire du waouh en voyant des couvertures. Mais je vais apprendre des choses. Mais je vais apprendre des choses. Et j'ai vraiment voulu, il n'y a que Laurent, et peut-être Guillaume, mais Laurent a lu le livre en entier, je pense que c'est le seul pour l'instant. Il y a vraiment une logique de une page, un waouh, quoi. J'ai vraiment voulu distiller des choses. Alors on a des documents d'archives, parce qu'au-delà des photos qu'a fait Laurent, d'abord c'est le premier livre qui est couleur. Ça n'a jamais existé pour PIF. Deuxièmement, il est A4, 272 pages, donc quelque part, on disait tout à l'heure 35 €, mais les gens en auront pour leur argent. Hein. C'est important. Et au-delà de ça, c'est qu'il est rempli de documents d'archives internes à la rédaction. Donc quand on parle de quelque chose, moi je l'ai déjà dit, mais je voulais une synergie texte-visuel systématique. Il n'y a pas de remplissage. Donc la personne qui lit et qui se remémore peut tout de suite à côté trouver. Ça veut dire qu'en gros, ça se présente sur un format de double page, c'est-à-dire que vous avez... Pas tout le temps, mais globalement, mais en tout cas, un texte agrémenté avec des petits visuels et à côté une page visuelle un peu comme ça. Voilà, mais qui est complètement complémentaire. Donc la personne qui ouvre le livre en plein milieu, qui tombe sur des photos qui lui plaisent, s'il veut aller lire à côté, il aura l'intérêt de pourquoi on a mis ces photos. Donc ça, c'était plutôt, ça nous a valu un travail de dingue. Il n'y a pas de photos qui ne sont pas en corrélation avec le texte. C'est pas on a dit tiens on met des photos, tu fais quoi? Il n'y a pas d'habillage. Voilà. C'est de remplissage. Je fais assez confiance là-dessus. Effectivement, ça se sent effectivement à chaque fois que vous en parlez. Vous avez eu l'effet waouh? Même en connaissant le projet? Oui, parce que moi je connaissais quand même pas mal de choses. Et après, toutes les choses que Sébastien avait trouvées dans les archives, moi je connaissais pas. Puis il a fait des interviews quand même de personnes qui ont travaillé chez PIF, qui ont dit des choses que je ne savais pas. Donc c'est sûr, bien sûr. Mais l'effet c'est vrai que des fois il y a des sujets, je me disais, Sébastien me parlait tiens, on va mettre un focus sur ça. Je disais, bon, qu'est-ce qu'il va raconter là-dessus, quoi. Et je lisais et c'est tellement bien écrit, c'est tellement fluide que finalement on lit, on se prend au jeu. Au départ, on voit le titre, on dit ça va être entre guillemets chiant à lire. Alors on lit la première ligne, on lit la deux, et à la fin on arrive jusqu'à la fin. Et après, la fin amène vers la partie qui suit après. Donc on n'y a pas du tout. C'est très fluide dans la lecture et c'est à la portée de tout le monde. Voilà, c'est pas un bouquin technique, c'est à la portée de tout le monde. Et moi, l'effet waouh, je l'ai par exemple là. Avec ce genre de pièces. Non, mais ça paraît tout bête, mais moi, j'ai des souvenirs de gamin de PIF Gadget, effectivement, de l'avoir acheté. J'étais très, très... Alors là, on va garder cette image-là, ce visuel-là, puis on va montrer un petit peu, parce que vous êtes arrivé avec plein de choses. Et effectivement, selon vos souvenirs, je vais me permettre de les montrer, selon vos souvenirs, vous avez effectivement PIF qui va renvoyer à plein de choses. Donc, le magazine, on l'a montré, avec les visuels ou avec les gadgets. On a effectivement... C'est très, très beau dessin, effectivement. Je me souviens même, j'avais complètement zappé, mais même... Les animateurs de Graffiti 515 de l'époque qu'on a derrière, qui sont là et que nous avons reçus, qui font partie de ça. Moi, j'avais zappé que, par exemple, PIF Gadget, c'était aussi ce genre de contenu. On est sur une production, je crois, à Losheimer, il me semble bien, c'est du Black Star. Oui, alors Black Star, c'est... Comment un dessin animé comme ça se retrouve dans... Alors, on peut faire la question autrement, en fait, parce que l'enquête a surtout montré que doit Black Star à PIF. Ah! C'est-à-dire que, en gros, Black Star n'aurait jamais connu cette popularité en France sans PIF Gadget. Et l'enquête a permis... voilà, moi je suis parti comme ça. Et c'est très bien parce que ça illustre beaucoup. C'est-à-dire que partant du phénomène Black Star,
Je m'interroge sur pourquoi dans PIF et qu'est-ce qui se passe. Et là, on découvre une mécanique publicitaire incroyable. Orly Jouet qui tape à la porte parce que c'est le média numéro 1 des jeunes et qui dit faut que j'aille voir ce que PIF peut me faire. Et PIF qui met en face ses capacités rédactionnelles incroyables au service de la marque pour générer du revenu. Mais ce qui est assez fou avec Black Star, c'est qu'il faut savoir que Black Star, c'est une série qui n'a que 12 épisodes. C'est tout petit, ça n'a pas duré longtemps. Et ça a été diffusé aux États-Unis en 82, alors que c'est arrivé chez nous en 85. Et c'était parce qu'il y avait les maîtres de l'univers, des gammes de jouets, et Orly Jouet avait dit pourquoi je recyclerais pas finalement les jouets Black Star et je les balancerais en France. Sauf que, comme on avait que 12 épisodes de dessin animé et pas de background, ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et alors, je vais pas tout raconter, mais on a tapé à la porte de PIF, on leur a dit voilà, on sait que vous êtes un journal qui touche énormément de gens, vous faites les truffes d'or, donc on sait que notre dessin animé pourra aussi être dans les truffes d'or, vous êtes capable de générer des gadgets, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est un mini flipper. Voilà. Qui est aujourd'hui extrêmement recherché. Si vous l'avez, gardez-le, il vaut cher. Oui. Et en fait, Black Star, c'est là où, quand Laurent disait il va me faire un article sur Black Star et il me ramène 10 pages, qu'est-ce qu'il dit quoi ? Et en fait, il dit que tout d'un coup, on est dans les coulisses de la régie publicitaire, on voit comment ça s'est monté, le succès que ça a eu, les problèmes aussi que ça a pu générer. Et parce que là, pour le coup, c'est lié à la production. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des mais cette BD... sans droit, par exemple, pour les timbres. Là, pour le coup, c'est vraiment un partenariat avec... mais complètement, la planche qu'on voyait tout à l'heure, elle est dessinée par un dessinateur de PIF. Ouais. C'est une BD franco-française. Ah d'accord, ok, c'est pas du tout une... C'est pas traduit, ça n'existe pas d'ailleurs. Il n'y a pas de BD. Ça, c'est un point intéressant de savoir. C'est pas du tout une transposition de choses qui existent aux États-Unis. Et en fait, la rédaction avait une panoplie de moyens rédactionnels à proposer aux marques au service de leurs revenus. Il faut qu'on soit assez clair. Et quand à un moment donné, Orly Jouet a tapé à la porte et a dit voilà, moi j'ai ce dessin animé, qu'est-ce que je peux faire avec vous ? Ils ont dit voilà, on peut te faire le grand jeu, on peut te faire les couvertures. À un moment donné, il y a des numéros, on aurait pu les appeler les Black Star Gadgets, parce qu'il n'y avait même pas PIF dessus. On peut te faire une BD, on peut te faire un gadget, mais tu payes. Et donc, si la marque payait, PIF déployait. Mais grâce aux moyens qu'a donné Orly Jouet à PIF, Black Star a eu ce succès d'estime, parce que ça n'a pas été diffusé très longtemps. Non. Mais dans l'imaginaire des gamins, c'est énormément de journal qui a fait rentrer ça. Et voilà à quoi ça ressemblait, Black Star, quand même. Qu'on regarde un tout petit peu. Regardez. Black Star combat cadré pour sauver Carrefour. Quand il monte son dragon, il s'envole là-haut pour gagner hier. Mais le génie du mal, Overor est tout puissant. Il détient la lumière, son pouvoir est grand. Pour tuer hier. Black Star, le sauveur, le héros, toujours là quand il faut, à l'âme justicière. Black Star, sur la planète Saga, on donne au tropique l'espoir de revoir la lumière. Black. Bonjour, mon nom est Black Star. Ouais, ça rappelle des souvenirs, franchement, le dessin animé Black Star. Et là, il y a donc un gros dossier. Il y a un dossier de 10 pages, pour conclure peut-être, il faut savoir que PIF parlait de Black Star 3 mois avant la diffusion à la télé. Donc c'était vraiment une grosse exclue. Cheval de Troie ultime. Oui, et ça, c'est excellent en termes de communication. Voilà, et un modèle publicitaire que PIF maîtrisait parfaitement. Je dis souvent que PIF pourrait être étudié en école de commerce. C'est un cas d'école. Je pense que paradoxalement, quelque chose qui est sous étiquette communiste, c'était les rois. Les rois de la communication et du marketing. Ce qu'ils ont prototypé, effectivement, c'est une machine de guerre, en fait. Ah oui, complètement. Laurent Barraud, pourquoi, et on va continuer à dérouler parce qu'il nous reste encore beaucoup de visuels, et donc on va les voir en fond pour comprendre un peu ce que c'était que PIF, mais pourquoi vous aimez PIF ? Pourquoi j'aime PIF ? Parce que je vais vous dire, parce que j'ai connu PIF dans mon enfance. Donc je vais vous expliquer brièvement comment j'ai acheté mon premier PIF. Ouais. C'était en 71. Je le répète à chaque fois. J'étais venu avec ma maman à Paris voir le pédiatre et comme tout s'était bien passé, on est sorti de un grand immeuble Haussmannia. Et puis à la sortie du bâtiment, il y avait un kiosque en face de nous et ma maman me dit écoute, choisis-toi un illustré, je t'offre quelque chose comme tu étais sage. Et je vois le PIF 60. Donc c'est la poudre de vie.
Donc anciennement, on appelait ça, c'est les Artemia salina. Hein. Et c'était marqué en gros la poudre de vie, toute la couverture était rouge, avec un cercle blanc, la poudre de vie, et ça m'a flashé, quoi. J'ai vu ça en pleine gueule. Ça sortait de tous les magazines, on voyait que ça, quoi. On voyait que le pif. Et je dis, maman, je veux ça. Donc elle m'a pris pif, et puis j'ai ouvert, je connaissais pas pif du tout. Hein. Et donc j'ai ouvert, j'ai lu les BD, j'ai fait revivre une petite bestiole préhistorique. Et puis donc j'ai acheté celui de la semaine prochaine, celui de la semaine d'après, parce qu'il y avait la nourriture. Puis après j'ai acheté pif. Voilà, c'est parti de là du numéro 60. Et après j'ai acheté pif pendant 2 ans, quoi. 2 ans, puis j'ai de très bons souvenirs. Pendant les vacances, où on attendait tous notre pif le lundi, parce qu'il y avait un cerf-volant, il y avait un cerf-volant gonflable, il y avait un cerf-volant à monter, il y avait les boissons du cosmonaute, il y avait tout ça, quoi. Et c'est vrai qu'on était à 3-4 copains, donc on s'achetait pif tous les lundis. Alors des fois, il y en a un qui cassait son gadget. Ça coûtait 2 francs 50. Les premiers sont sortis à 2 francs, après c'est passé à 2 francs 50. Mais c'était cher, hein, parce que les gens... Moi, je sais que pif, ma maman m'en a acheté de temps en temps un deuxième quand je cassais le gadget, mais j'ai souvenance que c'était quand même, à l'époque, c'était cher. On dit c'est pas cher, pif, mais 2 francs, c'était une somme. Il faut savoir que quand Vaillant a changé de formule, donc en 69, Vaillant tirait à 80 000 exemplaires. Le Vaillant, le journal de pif, ça coûtait 1,20 €. Et quand ils ont commencé à faire la formule de pif, le 24 février 69, le journal passait à 2 francs. Donc on passait de 1,20 € à 2 francs. Donc c'était un pari risqué. 1 franc 20. Donc il faut savoir que... Oui, 1 franc 20. 1 franc 20, oui. J'ai dit quoi ? 1,20 €. Oui, 1 franc 20 et 2 francs. Donc il faut savoir que quand ils ont commencé le numéro 1, ils avaient quand même déjà fabriqué 5 numéros à l'avance. Donc si ça ne marchait pas, c'était la faillite totale. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il faut savoir que c'était quand même énorme. L'avantage qu'il y avait aussi dans le premier pif et son gadget, c'est qu'il y avait des récits complets. Ouais. Alors que Vaillant, c'était des récits par épisode. Des fois, il y avait une aventure, il fallait 20 Vaillants pour avoir la fin, quoi. Donc ils ont changé totalement de concept, ils ont mis des gadgets. Et c'est vrai que c'est un pari risqué, mais bon, c'est un pari... Et les gadgets, honnêtement, on regarde ça avec un œil très très nostalgique et tout. Il y a 2 secondes, on a vu une espèce de petite figurine Père Noël de pif. Il y en avait quand même qui étaient assez... on dirait qu'ils n'avaient pas un physique facile, quoi, vous voyez. Enfin, c'était... Alors, le gadget, c'était industriel, hein. Il faut quand à un moment donné... C'était un gadget, ça portait bien son nom, remarquez bien. Mais bon. Oui, non, mais il faut comprendre que quand à un moment donné un bouquin sort à 500 000 exemplaires et qu'il faut qu'il fournisse un gadget toutes les semaines, on peut pas être parfait et dans l'élaboration spécifique toutes les semaines. Donc il y avait quand même cette astuce d'aller acheter du container dans les $1 shop aux États-Unis ou à Hong Kong, et puis des fois on ramenait quelque chose de complètement... pas terrible, mais on savait le théâtraliser et le magnifier. On était content de l'avoir, ce petit robot. Oui. Alors attention, parce que faut toujours garder le regard d'enfant là-dessus. Moi, gamin, quand je l'ai eu, j'en étais fou de ce truc. Moi, bien sûr, mais... Super gadget. Hein, mais celui-là, il était exceptionnel. Hein. Il était plus cher que les autres. Oui, c'est ce qu'on appelait la revue Pif Super Gadget. Oui, qu'on a vu avec le logo. Mais le gadget, c'est à la fois la bénédiction du magazine, tout autant que sa malédiction, hein. C'est-à-dire que le bouquin sert aussi à décortiquer cette longue dépendance au gadget qui fait que c'est un modèle économique dont ils n'ont jamais pu sortir. Ça veut dire qu'ils sont devenus, quand vous dites dépendants, ça veut dire qu'en vrai, à une période, on cherchait que ça, finalement. C'est ça qu'on venait, comme le fameux couteau suisse. Alors là, le couteau suisse, c'est vraiment les années 80, mais en fait, le gadget a pris une telle part dans la motivation d'achat des gamins du magazine. Encore une fois, je le répète, on n'en a peut-être pas conscience, mais le magazine était sous cello. Donc de toute façon, Pif ne se vendait pas par son contenu. Il se vendait par l'accroche de couverture. Il faut savoir que les premiers Pif, les gadgets étaient en carton. Hein. Donc du numéro 1 jusqu'au numéro 83, le premier Pif gadget qui s'est vendu sous rétractable, c'est le 84, c'est un tour de magie. Donc, mais avant, c'était encarté dans le magazine. Comme on l'a là, ce que j'ai dans les mains. Voilà, moi je les collectionne comme ça. Laurent, lui, voilà. Moi, c'est la version ce que j'appelle maison de la presse. Hein. Ouais. Donc, je les adore comme ça. Je les ouvre pas. On me traite de fou là-dessus d'ailleurs. Parce qu'on me dit mais pourquoi tu montes pas tes gadgets ? Mais parce qu'en fait, ça m'intéresse pas. Non, en fait. sûr. Et effectivement, il fallait donc tout miser sur l'attrait numéro 1 qui était le gadget. Et ça, à un moment donné, ça a créé des tensions très fortes au sein de la rédaction. Parce que le côté artistique était passé complètement dessous. Ça veut dire que les collectionneurs, à un moment donné, ils en arrivaient presque à avoir deux versions. Alors, l'avantage de ce gadget-là, par exemple, voilà pourquoi moi j'ouvre mes gadgets, parce qu'il faut savoir que le Walkman, il est sorti en 3 exemplaires. Dans 3 pifs différents. Oui, ça n'allait pas comme ça. C'est un Walkman. Ce premier numéro, j'en parlais à Sébastien, le Walkman AO, ce premier numéro, il a la particularité d'être sorti avec une petite
un petit réservoir sans bouchon. C'est-à-dire qu'on met le tuyau dans la poire. Il n'y a pas de bouchon. Il est estampillé Pif Gadget. Le second Pif Gadget qui a distribué ce modèle-là, il a un bouchon. C'est un peu bête ce que je dis. Il a un bouchon. Mais c'est incroyable, il a un bouchon. Mais moi j'adore l'écouter. Il a un bouchon sur la poire, d'accord, et il est estampillé Pif Gadget. Le troisième et dernier exemplaire qui est sorti dans Pif, c'est le même exemplaire que celui-là, avec le bouchon, mais il est estampillé uniquement Pif et non Pif Gadget. Donc c'est pour ça que c'est important à savoir, parce que des fois, on trouve plein de Pif en vente. Le gars, il trouve un Walkman, il voit son Pif, il le met le Walkman dans le Pif, mais c'est pas forcément le bon gadget. Je commence à comprendre pourquoi mes potes ils avaient 25 000 fois le même coffret de DVD. Voilà. Après, bon, il y a des sur Star Wars ou sur les... Ouais. Le couteau, c'est pareil. Le couteau, il est sorti en plusieurs fois. Chaque modèle se différencie, notamment par le logo. Il y a aussi des grappes inversées, c'est-à-dire que sur la grappe, vous avez la cuillère à gauche ou à droite, et vous avez des fois vous avez une grappe en vert et une grappe en marron, et vous avez aussi des versions qui sont inversés, comme les robots. Les robots, vous pouvez trouver un robot avec les bras noirs et les jambes bleues, et vice-versa. Vous ne connaissez pas Laurent Barraud, je vous aime déjà. Non, mais voilà, mais c'est comme ça. Voilà, c'est pour ça que... Je comprends pourquoi. Mais alors, je suis collectionneur de je reviens sur la photo qu'on vient de voir avant, parce que je voudrais juste souligner, parce qu'au-delà du travail sur la couverture, au-delà du travail que vous avez fait, évidemment, pour retrouver ces couvertures, ce qui est génial, c'est que les photos que vous avez faites, je trouve, rendent bien grâce à la colorimétrie, à cette espèce de jeu de texture, de couleurs qu'on aimait, c'est-à-dire des couleurs un peu passées avec le temps, etc. Et qu'on reconnaît là, on se rend pas compte, mais là je me tourne vers l'éditeur, pour garder cette qualité, et qu'on voit cette qualité d'image, là aussi, on parlait du coût, mais ça a un coût, et ça a un travail. C'est du travail. Oui, bien sûr. C'est du travail, mais c'est le travail qui fait les bouquins, qui rend les bouquins intéressants. C'est le même quand on parle notamment quand on va vers la fin du journal, où il y avait peut-être moins de travail que dans les premières années. Hein. C'est aussi ça qui a perdu le journal. Hein. Ouais. Mais un bon bouquin, c'est du boulot. Ça se cisèle, chaque visuel se retravaille. Les photos sont magnifiques, même sur des pochettes. Pour les visuels, moi je partais d'un principe. Des fois, je mettais 4 heures sur un gadget parce que tout était détouré à la main. Je prenais mon gadget en photo. Alors, soit j'avais une cabine où je le mettais à plat, si vous voulez. Mais comme il y avait toujours des ondes, on a d'autres gadgets qui arrivent. Voilà, je détourais tout à la main, millimètre par millimètre. Non, mais là où a été très fort Laurent dans la contribution du livre, c'est qu'effectivement, toutes les photos sont issues des collections ou des archives. Donc, il n'y a rien de Wikipédia, il n'y a rien d'Internet. C'est vraiment que du contenu fait pour le livre. Et on a passé des heures, parce que Laurent est très 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 perfectionniste, on a pu le voir ça m'est arrivé pour le livre d'acheter des pifs sous blister et de les ouvrir pour avoir le gadget pour le prendre en photo. Ça va aller, hein, parce que non seulement vous avez deux sortes de gadgets, vous avez les gadgets vous avez les gadgets qui sont en grappe, les gadgets qui sont en grappe et les gadgets qui sont montés. Voilà. Les cacahuètes, pardon, excusez-moi, les cacahuètes arroseuses, vous l'avez en combien de versions? Non, il n'y a eu qu'un seul exemplaire. On les a vus. Parce que tous les gadgets ne marchaient pas. Les bons gadgets, effectivement, revenaient à peu près tous les 3 ans, puisque l'idée était qu'il y avait un renouvellement du lectorat. Et donc, c'est pour ça qu'à des générations différentes, on a eu des gadgets en commun. Après, il y en a qui n'avaient pas le même. Non, mais alors ça, pardon, excusez-moi, ça, on s'arrête dessus parce que ça symbolise les années 80. On est sur Tang. Ouais. Cette boisson absolument odieuse, mais qu'on aimait tellement, une espèce de poudre qu'on mettait et puis ça devenait une espèce de jus d'orange. Alors moi j'avais emmené cette photo parce qu'elle est pour moi très représentative, d'abord de la qualité de travail de Laurent, parce que ça c'est des photos qu'a fait Laurent, et on voit bien que même sur un énorme écran, ça rend super bien. Ça rend super bien, donc imaginons dans le bouquin. C'est pas un scan détramé. Ça se voit. Et il faut savoir que je les ai mis ensemble parce que ça a une histoire, c'est que dans ce numéro, on nous offrait le Pistojet. Il s'appelle le Pistojet, ce petit machin. Donc la quintessence du pistolet à eau le plus low cost du monde, puisque même pas de pompe, rien, juste un effet de j'aspire, je sors. Et Pif se fait démarcher par Tang pour proposer son nouveau goût passion fraise en échantillon aux gamins. Alors déjà, passion fraise, bon... Il faut avoir envie de mélanger passion et fraise quand même. Et Pif arrive à faire un truc très marketing qui est de dire aux gamins, comme Tang t'offre un sachet, mets-le dans un verre, prends-le dans ton pisto et bois-le comme ça. Je croyais que c'était fait... Je croyais que c'était... Voilà, c'est du génie.
C'est du génie marketing et du c'est ce qui marketing. me passionne, moi, et c'est ce qui m'a passionné à écrire le bouquin, d'autant qu'on a Je finis découvert par des trucs. comprendre pourquoi le monde communiste m'a sombré dans les années 80. S'ils en étaient arrivés à faire de la communication et du marketing comme ça, c'est. Ah, mais des histoires comme ça, il y en a des tas et des tas. Et tout ça, vous l'aurez dans le livre. Bien C'est-à-dire, sûr. Vous comprendrez, on le disait tout à l'heure, mais chaque photo n'est pas plaquée là, donc elle a son histoire. Donc l'histoire du pistolet et du tank, vous allez la voir encore. Je ne sais pas s'il nous reste encore des petits visuels à continuer, mais voilà. J'y reviens parce que parmi les beaux cadeaux que vous avez proposés, il y a aussi des figurines, des pins. Ouais, Donc il y a une version dorée qui était pour les premiers, mais qui là, je crois, est épuisée. Voilà, une C'était avec version- le pack à 200 €, si je me souviens Une bien. version plaqué or 18 carats. Et là, vous en avez mis une pour Alors les là, autres. là, on récompense le succès de la campagne, on récompense tout le monde. Comme on a dû modéliser, faire le modèle, le fichier pour le pins plaqué or, on va également faire un tirage en métal et qu'on va offrir à tout le monde, Pour tous les contributeurs. pour tous les contributeurs. Pour tous les contributeurs. Ceux du début comme ceux qui arriveront désormais dans le cours de la campagne. Et je voulais terminer par cette photo parce que, évidemment, on regarde vers l'avenir. C'est comme ça que moi je le vois. Il y a une histoire assez forte sur Vas-y. Alors, 3 choses, rapidement. Premièrement, c'est sans doute le numéro le plus rare et le plus coté quand on le trouve neuf. C'est du 600-700 € l'exemplaire. Deuxièmement, Euro, hein, pas franc. franc. non. Euro, là, oui, euro, là, cette fois. Euro. Non, même les nostalgiques de PIF parlent quand même en euros. Deuxièmement, c'est le passage de PIF. Le numéro 416, c'est le passage de PIF à un format beaucoup plus large, beaucoup plus grand, qui pourrait être motivé par une visibilité kiosque, mais qui était surtout aussi motivé par le fait que les publicitaires commençaient à réclamer des encarts plus grands. Hein, ça a l'air de rien, Évidemment, mais maintenant, ça compte. ça motive. Troisièmement, c'est la première couverture, et ça a l'air de rien, mais on l'aborde aussi dans le livre, où tout d'un coup le gadget n'est plus en scène avec des héros de BD, mais avec un enfant. Alors il y en avait déjà eu, hein, Laurent pourrait appuyer là-dessus, mais c'est devenu systématique. C'est-à-dire qu'à partir de ce numéro, tous les gadgets, quand ils étaient théâtralisés, l'étaient avec des vrais enfants. Parce qu'on s'était rendu compte que l'argent de poche, maintenant, était une notion palpable, et qu'il fallait plus que ce soit le héros de BD qui sert du gadget, mais de l'enfant qui se mette en situation avec. Donc voilà, c'est une des approches. Si tu as quelque chose d'autre... Les pifs qui ont été faites avec une couverture avec des héros, c'est quand le gadget avait une relation avec le héros, notamment Le couteau de Rahan, par exemple. le couteau de Rahan et le stéthoscope du Docteur Justice. Voilà, donc ça a été dessiné et envoyé au Docteur Justice. Mais sinon, c'est vrai que c'était des enfants, le gadget était mis en valeur et on le voyait monter, et c'est vrai que... Et ça a créé un drame, hein, parce que ça voulait dire que tout d'un coup, il n'y avait plus aucune couverture dédiée à la BD. Donc Oui. le magazine perdait de son identité progressivement, à passer plus pour une pochette surprise semaine qu'un vrai magazine. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la génération qui l'a lu dans la première époque, hein, l'époque historique, hein, a un regard un peu plus condescendant par rapport Évidemment. Alors, ouais, Évidemment. Ce que je voulais dire aussi, moi, c'est que c'est vrai qu'il y a à partir d'une certaine période, que Sébastien a dû connaître, je pense, c'est que dans Pif, on trouvait Astérix, on trouvait Lucky Luke, je veux dire, on trouvait... Voilà, c'était plus Pif, quoi. Je veux dire, c'était plus des héros liés à Pif, quoi. Donc, alors que moi, les Pifs des années 60, c'était de la création c'était interne. les Voilà, Romaisons. Il faut quand même admettre que Pif a fait découvrir Hugo Pratt, Eh oui. Mandrika, Gottlieb. Ces gens-là ont démarré Dans la BD, hein. dans Pif, hein. Et en sont partis malheureusement pour des mauvaises raisons. Mais... Regardez parmi les magnifiques choses que vous nous avez ramenées, le 2000e numéro de Pif. On voit les collectionneurs, ils sont sous blister et ils sont très très bien. Non, celui-là, c'est un Non, d'occasion. non, il est juste protégé là. C'est un d'occasion. Je voulais vous le dire, tant pis. Mais il est très très beau. C'est pas le Pif 2000, c'est le Pif 762 en réalité. C'est vrai. Non mais en fait c'est le 2000e numéro de Vaillant. Parce qu'ils ont toujours gardé leur numérotation historique. Ouais. Tu peux l'ouvrir si tu veux, il y a une petite surprise à l'intérieur que tu peux montrer. Ah. Qui faisait partie du Pif d'ailleurs. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Dis-moi. Parce que là j'essaie de faire, on va le faire comme ça. Alors je crois que c'est le seul qui a ce format-là. Alors la couverture, quand tu la déplies en deux, elle fait un poster aussi. Hein. Voilà. Ouais, regardez, je vous le montre. En plein air de Tron. C'est sorti en 83 ce numéro. Oh, elle est magnifique. On était dans les Atari VCS 2600. Je ne sais pas si, mais je vais dire. Et à l'intérieur, tu as quelque chose de somptueux. Voilà. Alors c'est où? Au milieu. Au milieu, alors. Ah. Voilà. Il est détaché? Oui. Oui, il est détaché. Alors tu dans peux ce cas-là, déplie-le. Tu peux le Je déplier. le déplie. Oui, tu peux l'ouvrir. Ouais. Non, mais j'ose même. Je suis fébrile. Mais non, mais là il est attaché avec une agrafe encore. Non, Ah, non, c'est. il est pas- Voilà. il est pas- Regardez. Donc, Donc on est là. Voilà.
La parade des héros. Tous les héros de BD Alors, qui sont dans la revue. tu peux le déplier encore bien plus. Oui. Et donc ce poster a une vraie histoire, en tout cas c'est un affect fort, Alors, puisque je le montre comme ça. c'est le... Voilà, et de l'autre côté... Magnifique. Attention, je tourne. Attention, mon petit. Non, mais allez-y, parlez, je vous en prie. Hein, De moi, l'autre je suis, côté, un des rares posters initiés avec le must des gadgets. Donc c'est un poster qui est très recherché et qui est rarement encore dans le magazine quand on le trouve. Donc voilà. Et ça, il est dans le livre aussi. Oui, Il est dans le c'est livre vrai qu'on aussi. l'a mis dans le livre. Non, mais c'est hallucinant. Je sais pas si vous Je rendez sais pas compte ce qu'on de n'a pas j'ai mis dans entre le les livre. mains, les gars. Hein. Vous ne voyez pas, mais moi je vous vois. Le sachet de Tang. Et voilà, c'est... Oui, le sachet de Tang qui est périmé. Oh, non, mais c'est hallucinant. Hallucinant. Je vais vous dire un truc quand même, c'est que moi j'ai grandi avec Pif, mais j'ai des souvenirs très éparses. Vous m'avez donné envie de me replonger dans Pif. Ah bah c'est le but. Donc, Et de redécouvrir Pif, et j'ai l'impression d'être passé à côté de plein de choses. Et au-delà des souvenirs qui sont les miens et qui sont très évasifs, ça m'a vraiment donné envie de me replonger dans l'univers de Pif et d'apprendre des choses sur Pif. Et je dis pas ça juste parce que vous êtes là et que c'est le but du bouquin, mais c'est vraiment ce que je ressens en voyant et en vous écoutant parler, y compris quand on parle de la 4e version de du gadget et du tube qui rentre dedans. Avec le logo Pif et pas Pif Gadget. Et attention, et voilà, donc c'est important. Mais voilà, je trouve que c'est ça l'essence de ce livre et que je suis bluffé par le travail que vous avez fait et par tout ce que vous avez apporté et ce que vous allez donner aux gens dans ce livre. D'autant que quand on parle, c'est la deuxième fois qu'on nous donne la parole sur le bouquin de façon assez médiatique, très honnêtement, on vous a dit quoi là ? 5%. Ouais, il y a 5%. Bah oui, c'est le but. Hein. Le but, c'est vraiment d'effleurer le... Et vous en montrez 0,2%. C'est vrai. Le livre, on a une idée de quand les gens vont le recevoir. Alors les contributeurs Pour finir. l'auront pour Noël, l'auront sous le sapin. Et la sortie en librairie aura lieu fin février, début mars. Bon, ouais, ça y est, ça approche, Sébastien. Ça y est. Ah, j'ai hâte d'avoir Il va sortir, ce livre. l'ouvrage dans les mains. Autour de France. Oui, on ira même à l'imprimerie, au calage à l'imprimerie. On fera même des images de ça. Évidemment. Non, on sera là le jour où les continuera premières pages sortiront des presses, puisqu'on le fait en France. Hein, puis c'est relativement cohérent en plus par rapport au sujet du livre. Enfin, cela dit, non, on aurait pu le faire comme les gadgets en Chine, Oui. et le faire venir en container. Non. Et donc, oui, ça se rapproche. Ça se rapproche. On croise les doigts. Ça s'appelle Pif et son gadget. L'histoire de Pif et son gadget, plus exactement. Et ça sort donc en mois de décembre pour les contributeurs, en mois de février-mars pour les autres. Et évidemment, on vous le montrera quand il sera dispo. Et on continuera de l'accompagner. Il reste quelques jours. On vous mettra les liens du Ulule pour continuer de soutenir le projet. On vous l'accompagnera. On vous dira quand tout sera prêt. Mais là, ça part bien. Donc, le prochain palier, c'est 800. Donc, voilà. 800 en ligne de mire, c'est incroyable d'être arrivé jusque-là. Je pense que vous y attendez pas forcément. Non, d'autant qu'il reste 20 jours. Hein. D'autant qu'il reste 20 jours et que donc il y a encore des gens qui... Et puis alors, il y a dans une campagne, il y a toujours des gens qui arrivent à la fin. Il y a toujours des gens qui réservent leur... qui veulent faire qui veulent être dans les derniers. Il y a une espèce d'effervescence. Et donc, on peut s'attendre à ce que... on passe encore des paliers. On fasse encore des cadeaux. Et on va les surveiller, on les mettra en avant, ces cadeaux. Et c'est vrai que même s'ils seront presse après, il ne faut pas attendre, faut se lancer dans la campagne, oui, parce que tous les bonus qu'il va y avoir, tous les goodies, je pense qu'il y aura peut-être des personnes qui vont regretter, ou soit de ne pas avoir vu. Et ça va se vendre très cher après. C'est pas le but, hein. Le but c'est de remercier tous les gens qui nous soutiennent. Non, je parle pour les gens qui vont les avoir en exclusivité, ils vont se dire attention. Non, mais non, on veut pas créer de faire de la spéculation. Non, mais c'est surtout pour récompenser les gens, quoi, de soutien, quoi, et de leur enthousiasme. Hein. Bravo de soutenir les passionnés en tout cas, monsieur l'éditeur. Il est passionné aussi comme nous. Oui, mais bien sûr, mais c'est comme en télé avec des productions, il faut toujours qu'il y ait des producteurs pour soutenir des choses un peu audacieuses, et bravo de soutenir des passionnés qui mettent en avant et qui véhiculent de la pop culture, c'est important, et ça manque beaucoup. Merci à tous les trois d'être venus, on aurait pu faire 4 heures d'émission sur Pif et son gadget et de vous écouter pendant 4 heures nous parler de la mauvaise valve qui n'était pas estampillée comme il fallait. Ça passe très vite. Mais voilà, merci, on a fait un peu plus d'une heure. Merci à Max d'avoir été à la réalisation. Il y avait énormément de choses à vous montrer. J'espère que vous avez pris du plaisir. Moi, je note ce beau poster qui est incroyable et je vous remercie pour ce travail et Sébastien notamment pour t'être accroché à ce projet qui était au départ compliqué à mettre en place. Voilà, et je sais que tu es passé par des moments qui n'étaient pas faciles. Oui, c'est vrai, mais voilà. Comme quoi. Et je peux que remercier Guillaume sur à la fois l'intérêt qu'il a eu pour le livre et surtout le fait de vouloir respecter l'angle
très passionnel de cette histoire, de cette aventure. Il aurait pu me dire sur le bouquin, mais on va pas plus loin, et clairement on n'est pas là-dedans, quoi. Et la deuxième naissance est finalement une providence. Donc. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. On continuera évidemment de suivre ce projet jusqu'à son terme, jusqu'à ce qu'il vienne au monde d'entre les mains des contributeurs et des autres. Merci à Maxime à la réalisation. Et on se retrouve nous très très vite pour mettre en avant encore une fois d'autres projets et d'autres moteurs de la pop culture. À très très vite. Merci à tous.